Quand on est un investisseur tourné vers l'international, une question fondamentale se pose. Où est-ce qu'on place son argent? Est-ce qu'il vaut mieux opter pour la diversification qu'offrent les marchés mondiaux ou alors est-ce qu'on se concentre sur l'écosystème si dynamique d'Israël? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. La question, elle a l'air simple, hein, mais la réponse, elle est beaucoup plus complexe. Choisir entre Israël et l'étranger, ça va bien au-delà d'un simple calcul financier. En fait, c'est un véritable arbitrage entre des risques, des opportunités, et puis des visions à long terme qui sont radicalement différentes. Alors, pour s'y retrouver, on va décomposer tout ça en 5 grandes parties. On commencera par les bases de cet arbitrage, histoire de bien poser le décor. Ensuite, on va plonger dans le vif du sujet, les aspects financiers, fiscaux et légaux. Puis on prendra de la hauteur en parlant de gestion à long terme, avant de tout rassembler pour avoir une vision claire. Allez, on attaque avec le point de départ. D'un côté, on a l'immensité des marchés étrangers, c'est la promesse d'une large diversification. Et de l'autre, on a l'économie israélienne, qui est réputée pour son innovation, son dynamisme. Deux philosophies en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Chaque option vient avec son propre lot d'avantages et bien sûr de risques. La bonne stratégie, au final, elle dépendra entièrement des objectifs personnels de chacun, que ce soit purement économique ou peut-être lié à un projet de vie ou alors un mélange des deux. Bon, passons maintenant au cœur du réacteur pour beaucoup de monde, l'argent, le prisme financier. On va comparer très directement les opportunités de croissance, le potentiel de plus-value, et puis bien sûr les risques liés à la monnaie. Là, la distinction stratégique, elle est très claire. Investir à l'étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire répartir le risque sur plusieurs pays, plusieurs secteurs. En Israël, l'investissement est plus concentré, c'est vrai, mais sur des secteurs qui ont une croissance explosive, comme la tech ou les énergies renouvelables, de vrais moteurs pour l'économie. La différence, elle se creuse encore plus quand on regarde les plus-values. Ce que dit la source, c'est que dans pas mal de pays, les gains en capital, surtout dans l'immobilier, peuvent être assez décevants. À l'inverse, Israël a connu une tendance historique de très forte appréciation, ce qui a créé une valeur vraiment significative pour les investisseurs. Et ce chiffre, il parle de lui-même, un potentiel de plus-value dans l'immobilier qui peut tout simplement tripler le coût d'achat de départ, sur une période de 15 ans. C'est un facteur de différenciation énorme dans l'équation financière. Et puis il y a la monnaie, un point à ne surtout pas oublier. Investir à l'étranger, ça expose automatiquement au risque de change. La volatilité d'une devise, ça peut venir grignoter les rendements, voire carrément les anéantir. En face, la stabilité relative du shekel israélien est un vrai atout, elle offre une bien meilleure prévisibilité. Allez, on entre maintenant dans un domaine qui peut parfois faire peur, mais qui est absolument crucial, le labyrinthe fiscal et légal. Croyez-moi, une mauvaise compréhension à ce niveau-là, ça peut coûter très, très cher. Cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. La fiscalité, ce n'est pas un truc auquel on pense à la fin. Non, c'est une pièce maîtresse de la stratégie dès le début. C'est elle qui peut transformer un super investissement en une mauvaise affaire et inversement. Ce tableau nous montre les choses très clairement. D'un côté, à l'étranger, la fiscalité sur les revenus locatifs peut être assez lourde. De l'autre, Israël propose un régime très attractif, on parle de quasi-non-imposition. Pareil pour les incitations. En Israël, elles sont vraiment ciblées sur l'innovation. Enfin, même si chaque pays a ses règles, le cadre légal israélien est perçu comme bien établi et maîtrisable. On change un peu de perspective maintenant, on regarde plus loin. Un investissement, ce n'est pas juste un achat ponctuel. Il faut le gérer et surtout penser à comment il sera transmis. C'est tout l'enjeu de notre 4e partie, la gestion de patrimoine. Quand on a des actifs dans plusieurs pays, la succession peut vite devenir un véritable casse-tête juridique et fiscal. Pourquoi? Parce que chaque pays a ses propres lois. Donc, la clé, c'est d'anticiper pour éviter des complications et des frais énormes pour les héritiers. Alors concrètement, on fait comment? Eh bien voici une sorte de feuille de route stratégique. Ça passe par la rédaction de testaments différents pour chaque pays, par la création de structures comme les trusts pour bien protéger les actifs, et surtout, par le fait de se faire accompagner par des experts. C'est indispensable. La diversification, au fond, ce n'est pas que financier, c'est aussi une protection pour l'avenir. Ça y est, on arrive à notre dernière étape. On a exploré les finances, les lois, la succession. Il est temps maintenant de rassembler toutes les pièces du puzzle. L'objectif? Avoir toutes les cartes en main pour prendre une décision vraiment éclairée. Alors, pour résumer, l'étranger, c'est le choix de la largeur, de la diversification maximale. Israël, c'est plutôt le choix de la profondeur, avec un très fort potentiel concentré sur l'innovation. Mais attention, dans les deux cas, l'accompagnement par des experts, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Parce qu'au bout du compte, la meilleure stratégie, c'est celle qui colle à la situation de chaque investisseur. Et c'est vraiment la conclusion fondamentale de toute cette analyse. Il n'y a pas de meilleur investissement dans l'absolu. Ça n'existe pas. La décision optimale, c'est celle qui est parfaitement alignée avec une stratégie personnelle, avec des ambitions financières et plus largement avec un projet de vie.
Alors pour finir, je vous propose de laisser les chiffres de côté juste à l'instant. Au-delà des rendements, des impôts, quel pourrait être le facteur non financier qui pèse le plus lourd dans la balance? La proximité culturelle peut-être? Un projet d'avenir? La réponse à cette question, elle est sans doute la clé la plus personnelle de toutes.